Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer, même si certaines ne sont pas encore arrivés. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est tout d'abord rappeler le point sur lequel nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur la distinction entre phrases et propositions, phrases simples, phrases complexes. On avait un petit peu discuté sur cette distinction entre phrases et propositions qui est un héritage de la tradition grammaticale française, mais qu'on trouve aussi dans d'autres langues, dans d'autres traditions, disons, d'enseignement scolaire de la grammaire. C'est une distinction qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, puisque, au fond, une proposition serait mieux nommée si on l'appelait sous-phrase, hein, puisque ce qu'on a vu, c'est que une proposition subordonnée, par exemple, c'est une sous-phrase incluse dans une autre phrase, que des propositions indépendantes qui sont coordonnées ou juxtaposées sont effectivement indépendantes au sens où elles ne sont pas hiérarchiquement incluses l'une dans l'autre, mais au fond, il y a quand même une sorte de relation d'inclusion, puisque lorsqu'on a deux phrases coordonnées, comme dans l'exemple le facteur distribue le courrier et il aime son travail, on a bien une sorte de phrase globale qui commence par la majuscule et qui termine par le point, ici une phrase au sens graphique du terme, dans laquelle sont incluses ces deux propositions. Mais les deux propositions indépendantes sont toutes les deux incluses sur le même plan dans la phrase principale, si on veut. Mais dans ce cas-là, dans le cas de deux propositions indépendantes, on ne parle pas de principale, en réalité. Donc, vous voyez que la terminologie dont on a hérité est un peu embarrassante, parce qu'elle n'est pas d'une cohérence absolue. Dans la pratique, eh bien, on distingue les propositions subordonnées des propositions indépendantes, coordonnées, juxtaposées. On va parler de propositions indépendantes tout d'abord lorsque vous avez une phrase qui ne contient qu'une seule proposition. Là, c'est simple, c'est une proposition indépendante. À partir du moment où la phrase contient deux propositions, ça signifie en termes techniques qu'elle contient deux fois la structure GS plus GV plus éventuellement GC. Et il y a deux manières principales pour une phrase de contenir deux propositions. Soit ces deux propositions sont sur le même plan, coordonnées ou juxtaposées, soit une est incluse dans l'autre, auquel cas on parle de subordination. En résumé, c'est ce que nous avions vu. Alors, là, je vais ensuite vous proposer un exercice pour appliquer ces notions et voir avec quelques exemples comment on peut décrire les structures de phrases dans ces relations hiérarchiques d'inclusion. Mais je voudrais auparavant vous montrer, parce que j'ai trouvé, mais alors je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'ai trouvé un article qui traite de la comparaison des systèmes grammaticaux, des descriptions grammaticales du français et de l'espagnol, pour donc enchaîner sur ce que on avait vu dans la dernière partie du cours la dernière fois. Alors, je vais vous montrer ça rapidement. Je mettrai le texte sur le site du cours. Alors,
Voilà. Je vais essayer de grossir un peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc, vous avez un article, cet article intitulé Équivalence terminologique dans les grammaires françaises et espagnoles, les constituants fonctionnels de la phrase. Et alors, l'article propose une introduction dans laquelle il indique les sources qui ont été utilisées pour le français et pour l'espagnol. Et puis ensuite, elle passe en revue les différents cas de figure. Alors, vous voyez simplement déjà pour la distinction entre complément du verbe et complément circonstanciel, elle fait la synthèse de toutes les dénominations qui existent selon les grammaires. Hein. Donc, ce qu'on appelle complément circonstanciel chez Ténière, ce sont les circonstants. Et ensuite, on a les actants, mais dans les actants, il n'y a pas seulement les compléments du verbe. Chez Ténière, il y a aussi le sujet. Chez d'autres, on parle, plutôt que parler de complément circonstanciel, on parle de complément de phrase, ou de fonction accessoire, ou de complément accessoire, ou de complément périphérique. Parfois, c'est l'opposition entre complément essentiel, complément non essentiel. Et puis, donc, on a aussi les dénominations espagnoles. Donc, on a une grande variété, hein, ça paraît assez compliqué, mais en réalité, bien que les dénominations supposent des cadres théoriques un petit peu différents, dans une perspective d'enseignement scolaire de la grammaire, ou d'enseignement de la grammaire en français langue étrangère, ces distinctions n'ont aucune importance. Hein. On peut très bien se contenter d'avoir la notion de complément circonstanciel, sachant qu'elle est équivalente à d'autres. L'essentiel est d'avoir un nom pour ces compléments qui ne sont pas, impliqués par le sens du verbe, etc. Alors, le seul point que je vais commenter avec vous, c'est la notion de complément d'objet. Alors, vous voyez, il y a aussi quelque chose sur l'attribut. Alors voilà, le complément d'objet direct. Donc elle précise que pour les grammairiens français, la notion de complément d'objet direct s'oppose à celle de complément d'objet indirect, hein, et que la grammaire espagnole, en revanche, rapproche la fonction complément d'objet direct de l'accusatif et de la transitivité. Donc, dans les deux cas, il y a cette idée que le complément d'objet direct est essentiel. Bon, mais en réalité, il peut souvent être supprimé. Hein. C'est ce qu'on appelle l'emploi absolu du verbe transitif. Et puis, son caractère d'argument, hein, dans la construction de la phrase. Et alors, le cas qui nous avait intéressé, qui m'avait un peu intrigué parce que je connais mal la langue espagnole, c'est le cas où on a un complément d'objet direct, hein, le COD de Aimé, là, qui est introduit qui contient une préposition. Hein. Et ça, c'est extrêmement bizarre pour les Français, parce que normalement, on n'a pas ce cas. On a le complément d'objet direct, il n'a jamais de préposition. Hein. Alors, ce qui est remarquable dans cet article, c'est que l'auteur, en se fondant sur ces exemples de l'espagnol, remarque que apparemment, dans la grammaire française, on aurait aussi des compléments d'objet directs, mais qui sont, des compléments d'objet, qu'on a envie de dire direct, mais direct prépositionnel, en fait, c'est une contradiction dans les termes, parce que pour moi, un complément d'objet direct, la définition de direct par opposition à indirect, c'est que direct, il n'y a pas de préposition, indirect, il y a une préposition. Donc un complément d'objet direct prépositionnel,
c'est un cercle carré. Hein. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de sens en français. Hein. Alors, elle donne cet exemple, je jure de dire la vérité. Tu me dis devenir. Ou, effectivement, jurer, le verbe jurer impose un COD. Je jure quelque chose, je le jure. Ça n'est pas je jure de quelque chose. D'accord ? De même, tu me dis devenir, tu me dis quelque chose, etc. Alors, elle interprète le de comme une préposition, du coup. Mais en fait, le problème ici, c'est qu'on peut tout à fait contester le statut prépositionnel de ce de. En fait, c'est un de qui apparaît devant certains infinitifs, que, la façon de nommer ce type de ici, cet emploi du de, est assez instable dans les grammaires, mais par exemple, chez Rigol-Pelarioul, dans la grammaire méthodique du français, on parle, si je me souviens bien, d'indice d'infinitif. Mais ça ne modifie pas la transitivité du verbe dire. Le verbe dire reste bien un verbe qui se construit, dire quelque chose, jurer quelque chose, et pas dire de quelque chose, pas jurer de quelque chose. Donc, en résumé, on n'a pas ici une préposition. On a bien un complément d'objet direct, introduit par un de qui n'a pas une valeur de préposition. Bon, donc le problème de cet article, c'est que finalement, je suis un peu en désaccord sur certaines des analyses, puisqu'ici, pour moi, ce ne sont pas des prépositions. Hein. Donc, il y a bien comment dire, on peut maintenir en français cette opposition entre le complément d'objet direct, qui est nécessairement non prépositionnel, et le complément d'objet indirect, qui est nécessairement prépositionnel. Ça marche à tous les coups, même lorsqu'on a un de, et tout simplement, c'est parce que le de n'est pas ici une préposition. Alors, il n'empêche qu'on a ces structures en espagnol et que le verbe aimer en espagnol est quand même transitif direct. Donc la question, hein, on est d'accord, on aime quelque chose. Alors la question se poserait peut-être en espagnol aussi, est-ce que ce a est bien une préposition ? Hein, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais qui se pose. Il faudrait que je demande à mes collègues hispanistes pour avoir leur avis. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle ajoute des cas un peu particuliers, qui sont les compléments de mesure, les compléments de ce qu'on appelle parfois d'objets internes, etc. Qui effectivement sont des compléments directs. Par exemple, il mesure 3 mètres. Enfin, je sais pas, ou plutôt, il mesure 1,50 m pour parler d'un enfant. Cette structure, le 1,50 m n'est pas vraiment un complément d'objet direct de mesurer. Parce que il est difficile de faire une transformation passive. Oui, on pourrait pronominaliser, il les mesure depuis... c'est-à-dire, il y a une différence, si vous voulez, dans ce type de verbe, entre il mesure, je sais pas moi, il mesure la porte, et il mesure 1,50 m. Dans il mesure la porte est bien COD de mesure, mais dans il mesure 1,50 m, ça n'est pas vraiment un COD. Hein, c'est un complément du verbe, mais qui est un peu intégré au verbe, vraiment d'une façon un peu différente du COD. Donc ça, c'est vraiment des cas très spéciaux qui sortent du cadre général, si vous voulez. Ce sont des cas particuliers. Hein. Donc, des cas dont on évitera de parler dans un apprentissage initial de la grammaire pour poser des notions qui marchent à tous les coups. D'accord ? Donc, j'en reviens encore, cet exemple me permet de revenir à cette idée que dans un apprentissage raisonné de la grammaire, on adopte une démarche qui se distingue beaucoup de la démarche du linguiste, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on ne présente que des cas prototypiques. On va déjà explorer toutes les notions de base de la grammaire, sujet, COD, complément circonstanciel, etc., avec des phrases, des structures linguistiques qui fonctionnent.
on ne va pas essayer de rendre compte de tout ce qui existe dans la langue, parce que là, évidemment, on perd pied, parce que les choses deviennent trop complexes, il y a trop de distinctions à faire, et on perd complètement l'enseignement. Donc il est préférable de se contenter de parler des cas les plus réguliers, les plus standards, les plus prototypiques, d'enseigner l'ensemble des notions descriptives de la grammaire, donc les natures de mots, les deux groupes de mots, les fonctions, etc., dans ces cas prototypiques. Et une fois que toutes ces notions sont maîtrisées, ensuite on pourra regarder des cas marginaux particuliers, parce qu'on aura donné la capacité d'un raisonnement chez les élèves. Voilà. Alors, comme je n'ai pas eu le temps de l'étudier complètement, cet article, parce que je l'ai trouvé seulement hier, à vrai dire, je vous en reparlerai peut-être à un autre moment, mais je vais le mettre tout de suite sur le site du cours pour que vous puissiez aussi le lire, en tout cas pour que les étudiantes espagnoles puissent le lire et me dire ce qu'ils en pensent. Alors, donc, je reviens à mon exercice. Donc, ce que je vous propose là, dans cette étape, c'est non pas d'analyser le détail des propositions subordonnées, etc. Tout ce qui m'intéresse, c'est que vous expliquiez vous identifiez les différentes propositions contenues à l'intérieur de chacune de ces phrases. Donc on prend une phrase, on regarde, la question c'est combien il y a de propositions dans cette phrase, quelles sont ces propositions. Et je ne vous demande pas de dire s'il s'agit d'une subordonnée relative, d'une subordonnée circonstancielle, peu importe. Ce que je veux savoir, c'est combien il y a de propositions, est-ce qu'elles sont coordonnées, juxtaposées, est-ce que c'est de la subordination, alors, le texte est extrait d'un livre célèbre, Les mots, Sartre. Je supprime la première phrase parce qu'elle pose un problème, justement, donc on va pas en parler, mais je vous expliquerai à la fin pourquoi elle pose un problème. Donc on peut lire le texte pour se le mettre en tête. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Défense était faite de les épousseter, sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que déjà je les reverrais, ces pierres levées. Ces pierres levées, c'est une métaphore pour parler des livres qui sont debout sur les étagères. Je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Elles se ressemblaient toutes, je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop qu'en faire et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ces objets culturels avec une dextérité d'officiant. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres, et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs, des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires, qui buvaient l'encre et sentaient le champignon. C'est un très joli texte sur la fascination d'un enfant pour les livres. Alors voilà, donc je vous laisse une dizaine de minutes pour y réfléchir, et ensuite je vous interrogerai pour voir ce que vous trouvez, si vous avez bien saisi les différentes structures de phrases. Bien, alors je pense que vous avez eu le temps d'examiner tout cela. Alors, prenons la première phrase, donc. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout, défense était faite de les épousseter, sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Bon, on a un point-virgule, mais la phrase se termine au point, d'accord ? Alors, Mohamed, par exemple, qu'est-ce que vous analysez ici ?
Combien il y a de propositions dans la phrase? Il y a 2 propositions. Et quelle est leur relation? Non, c'est pas la subordination ici. Juxtaposition. Voilà. Hein. Il y a la première proposition. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. C'est une proposition indépendante. Défense était faite de les épousseter sauf une fois l'an avant la rentrée d'octobre. Deuxième proposition. Les 2 propositions sont juxtaposées l'une à l'autre par un point-virgule. Alors, on a donc une structure de ce type-là. On a une phrase complète avec 2 phrases, 2 propositions juxtaposées. Hein, on pourrait schématiser ça comme ça. Vous voyez, la phrase complète là, qui commence au sens graphique donc par la majuscule qui se termine par un point, une première proposition et une deuxième. Hein. Ensuite, je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais ces pierres levées, je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Alors là, la situation est un petit peu plus complexe. Qui est-ce qui... Oui? Oui, je ne savais pas encore lire. Et avec la symphonie que déjà je le recevais, c'est bien levé. Non? Pardon, je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Donc, on a une phrase complète avec une proposition subordonnée, une phrase subordonnée qui est que déjà je d'accord. C'est bien levé. Et après, on a une relation de juxtaposition avec l'autre phrase de santé que notre que la prospérité de notre famille en dépendait. Voilà. Et là, dans cette deuxième proposition, qu'est-ce que vous remarquez? Oui, je sentais, c'est, on dit ce que j'appelle la proposition principale, et la subordonnée, c'est la prospérité de notre famille en dépendait. Voilà. Alors, en résumé, on a donc une première proposition ici, tout entière, qui est juxtaposée à une autre. Hein. Je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais ces pierres levées, une première proposition indépendante, et une deuxième, je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait, une deuxième proposition indépendante. Donc là, on a une structure exactement parallèle à la première, c'est-à-dire 2 propositions juxtaposées. Sauf que, à la différence du cas précédent, à l'intérieur de chacune de ces propositions, il y a de la subordination. Je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais ces pierres levées, puisque de toute façon vous avez 2 verbes conjugués à un mode personnel. Je ne savais pas que je les révérais. Je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais ces pierres levées. On a donc ici une autre proposition, je vais l'appeler P3, qui est incluse dans P1, et de même, je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait, que la prospérité de notre famille en dépendait est une proposition subordonnée qui tient lieu de COD de je sentais, donc on a une 4e proposition ici, incluse dans la proposition P2. D'accord ? Donc, 2 propositions juxtaposées, et à l'intérieur de chacune, une subordonnée. Donc, au total, on a 4 propositions, 2 qui sont coordonnées, et à l'intérieur de chacune des phrases coordonnées, une subordonnée. D'accord ? Oui, j'ai dit à l'intérieur de chacune, il y a une subordonnée. Donc au total, il y en a 2. Voilà. Alors la phrase suivante. Elles se ressemblaient toutes. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, entouré de monuments antiques trapus qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir, et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé.
Alors, qui se lance là? Oui? Dans le minuscule sanctuaire, c'est la proposition principale. Non? Alors, commencez par le commencement. Elles se ressemblaient toutes. Voilà, elles se ressemblaient toutes. Donc là, c'est une phrase complète, une phrase indépendante, juxtaposée à une autre phrase qui commence par « Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire » jusqu'à la fin. Donc, bah oui. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus antiques qui m'avaient vu naître, etc. Toutes ces subordonnées relatives là, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir et dont, etc., sont des subordonnées qui dépendent de monuments trapus. Donc, un minuscule sanctuaire, je m'ébattais entouré de monuments trapus. Tout ça, vous voyez, entouré de monuments trapus dépend du je ici. Hein. Si on veut, enfin bon, il y a plus. Et en tout cas, tout ce qui suit le je, qui est le sujet de la seconde proposition, jusqu'à la fin de la phrase, c'est une seule phrase. Hein, c'est une proposition indépendante. Donc on a à nouveau deux propositions juxtaposées. La première est une proposition indépendante dans laquelle il n'y a rien de particulier à dire. Hein, il y a un seul verbe, donc une seule proposition. Donc on a bien, comme tout à l'heure, une phrase P1 avec une juxtaposition et une phrase P2. Mais dans la phrase P2, eh bien, on a plusieurs subordonnées. Oui? Alors, excuse-moi, je peux vous. Et la première phrase, elle commence de elle. La première proposition, elle commence à partir de elle. Oui, jusqu'à toutes. Elles se ressemblaient toutes. Ah, ok. Elles se ressemblaient toutes, c'est la première proposition. Et la deuxième proposition, c'est je m'ébattais jusqu'à la fin. Et à l'intérieur de cette deuxième proposition, vous avez une, deux, trois subordonnées relatives. Donc là, vous avez, on peut dire ici, ah non mais ça marche pas du tout ça. Vous avez ici P3, P4, P5. Donc au total, vous avez 5 propositions. Hein, 2 qui sont coordonnées et les propositions 3, 4, 5 qui sont des subordonnées incluses dans P2. D'accord? Donc je vous fais des petits schémas comme ça qui sont vraiment ad hoc, hein, qui sont une façon de présenter les choses qui, me semble-t-il, est utile pour visualiser un peu ces relations. Hein. Donc il faut bien avoir en tête. Oui? Ce qui est juxtaposé, j'ai dit coordonnées là, P1, P2? Oui, je voulais juxtaposer, hein, pardon. Oui, vous avez raison, c'est juxtaposé, hein, puisqu'on a une virgule. Et alors, les différentes propositions subordonnées ici, elles sont également sur le même plan. Hein. C'est-à-dire que les différentes relatives ici, qui m'avait vu naître, virgule, qui me verrait mourir et dont, donc on a juxtaposition entre P3 et P4, et puis une coordination par et pour P5. Hein. Mais attention, on peut très bien avoir des relatives qui elles-mêmes sont incluses dans d'autres relatives. Hein. Ici, ce sont juste des relatives coordonnées. Alors, la phrase suivante, bon, je vais effacer ça parce qu'on finit par plus rien y voir. Donc la phrase suivante, je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop qu'en faire, et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ses objets culturels avec une dextérité d'officiant.
Vous voyez, là, vous avez une très longue phrase. Ça se complique un petit peu. Alors, qui est-ce qui veut se lancer? Alexandra, vous voulez essayer? Alors, on essaye déjà de séparer les grands groupes. Hein. La première proposition. Voilà. Donc là, on a une première proposition qui est complète, qui ne contient pas d'autres subordonnées. Hein. Pour honorer mes mains de leur poussière, ça n'est pas une subordonnée. On a ici un verbe à l'infinitif, il n'est pas conjugué à un mode personnel, et puis on n'est pas dans une structure de proposition infinitive, comme on dit parfois. Donc on a bien une seule proposition indépendante. Ensuite, vous avez un outil de coordination, mais, et une seconde proposition qui commence par je, qui va jusqu'où? Voilà, donc là, vous avez cette deuxième proposition donc, qui s'arrête à faire et qui est reliée par une autre conjonction de coordination à la proposition suivante. Voilà. On a ici une troisième proposition. Oui? En considérant en fait le schéma que vous faites pour nous aider. Là, je n'ai pas compris quelles sont les grandes positions. Alors, la première, c'est je l'ai touché jusqu'à poussière. Oui. Mais je n'ai pas compris la deuxième en fait. Là, si vous considérez, bon, on va aller jusqu'à la fin, puis après je répondrai à votre question, ce sera plus facile. Donc les deux points ici sont une marque de coordination aussi, hein, bien que de juxtaposition, pardon, bien que le statut de ces deux points, disons, soit un peu différent du statut de la virgule, etc. Bon, tous les deux points ne marchent pas de la même façon, mais ici, on a bien le début d'une autre proposition. Hein. Mon grand-père. Alors, quelle est la délimitation de cette quatrième proposition? Voilà. Donc, elle va jusqu'à la fin. La quatrième proposition. Alors, ça, ce sont les grands groupes. Maintenant, à l'intérieur de chacune de ces propositions, on peut regarder ce qui se passe. On a vu que dans la première et dans la deuxième, on n'a pas de subordination. On a des deux propositions indépendantes on a, des propositions qui ne contiennent qu'une seule proposition, si j'ose dire. En revanche, dans la troisième proposition, j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Oui, d'accord, mais à l'intérieur, maintenant, si je considère uniquement cette phrase P3, cette proposition P3, j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Donc voilà. Ici, on a une subordination introduite donc par, c'est une relative, hein, dont le sens m'échappait, qui est cette fois-ci donc une proposition qu'on va appeler, disons, P5, et qui est incluse dans P3. Ensuite, la quatrième proposition, mon grand-père, si maladroit d'habitude que mon père lui bottonnait ses gants, maniait ses objets culturels avec une dextérité d'officiant. Voilà, hein, vous avez ici, donc on en est à 6, une subordonnée, hein, si que, hein,
on verra plus tard la typologie de ces subordonnées, mais enfin, on a bien clairement une subordonnée puisqu'on a à nouveau deux verbes, si vous voulez, conjugués à un mode personnel. Hein. Mon grand-père maniait, etc., ça c'est le verbe de la principale. Et on a boutonné, qui donc correspond à la proposition P6 incluse dans P4. Donc au total, si je fais le schéma de cette phrase, j'ai donc ça répond à la question que vous posiez tout à l'heure. Donc j'ai une première phrase P1, coordonnée à une deuxième phrase P2, coordonnée par et à une troisième phrase P3, et ensuite juxtaposée à une phrase P4. Et ce qu'on a vu, c'est qu'à l'intérieur de P3, on a une subordonnée P5, et à l'intérieur de P4, on a aussi une subordonnée P6. D'accord, vous voyez, là, on se moque complètement d'analyser est-ce que c'est une subordonnée circonstancielle, relative, peu importe. Avant de faire ça, il faut déjà voir les structures de qu'est-ce qui est inclus dans quoi, globalement. Hein. Il faut vraiment faire les choses dans l'ordre, vous voyez, parce que si vous êtes dans un questionnement trop rapidement axé sur la nature de la subordonnée, vous risquez de ne pas avoir perçu les structures globales. C'est toujours pareil, on perçoit d'abord les structures globales et ensuite les structures de détail. Alors, la dernière phrase, quelquefois je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres, et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs, des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires, qui buvaient l'encre et sentaient le champignon. Voilà. Alors, j'efface ce qui précède pour qu'on... Oui, ben, c'est bien. Hein, c'est pour... Donc, on fait d'abord les grandes structures. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres. Voilà. Ça, c'est une première proposition. La deuxième proposition, c'est je découvrais jusqu'à la fin. Exactement. Donc, ces deux propositions P1 et P2 sont reliées par une conjonction de coordination. Et dans la première, dans la première, si je ne me trompe pas, il y a quand même une subordonnée qui est introduite par qui. Exactement. Donc, on a une subordonnée relative là qui est une proposition P3 incluse dans P1. Dans la deuxième, on a toujours une subordonnée introduite par qui buvait l'encre et sentait le champignon. Alors, sauf que là, on a... Ouais. Donc, là, on a une complexité supplémentaire. Bon, il faut imaginer évidemment que ici, on n'a pas répété le qui, mais on a bien une deuxième relative, deux subordonnées coordonnées. Voilà. Hein. Donc, on a une proposition ici, P4, et une dernière, P5. D'accord ? Donc, si je veux faire un petit schéma pour cette phrase, je vais avoir donc une première structure P1 qui contient une subordonnée que j'ai appelée P3, la subordonnée qui se fendait comme des huîtres. J'ai une coordination et une autre
phrase, enfin proposition P2, qui contient elle-même deux subordonnées qui sont coordonnées par E, P4 et P5, d'accord, qui sont incluses dans P2. Imaginez si vous aviez à la place de qui buvait l'encre et qui sentait le champignon, si vous aviez qui buvait une encre, qui sentait le champignon. C'est-à-dire si c'était, au lieu que ce soit les feuilles des livres qui sentent le champignon, que ce soit l'encre qui sente le champignon. Dans ce cas-là, on aurait dans la phrase P2 une subordonnée P4 qui inclurait elle-même une autre subordonnée P5. D'accord, hein? Les possibilités d'emboîtement sont infinies en théorie. Si vous prenez par exemple, là pourtant bon, c'est un texte, le texte de Sartre là qui est d'une facture très, pour dire les choses simplement, très, très classique, hein, c'est un français, c'est une très belle langue, hein, mais qui reste, comment dire, d'une grande lisibilité, d'une grande clarté, etc. Si vous prenez une page de Proust, par exemple, hein, sur les questions des subordinations, etc., et que vous essayez de faire ce genre de schéma, vous allez aboutir à des emboîtements en nombre incroyable. Hein. On a toujours la possibilité de multiplier les emboîtements dans les emboîtements, etc. C'est ce qu'on appelle techniquement la récursivité. Ok, donc oui. Alors, je n'ai pas entendu votre question. Le schéma de cette phrase-là, c'est le premier. Là, hein. Ça, c'était pour vous montrer, en transformant la phrase, pour vous montrer que, au lieu d'avoir les deux propositions relatives coordonnées ici, on pourrait avoir, mais il faudrait modifier évidemment la phrase, la seconde relative incluse dans la première. Si non, parce que le pronom, on n'a pas de répétition du pronom relatif, c'est donc deux relatifs qui dépendent des feuilles. Hein. Les feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires. Tout ce groupe nominal là est l'antécédent de qui? Et l'antécédent et ce sujet hein, est le même sujet pour le verbe sentir ici. D'où l'idée de juxtaposition. Oui? Ah, alors on a peut-être oublié des choses, dites-moi. Alors, deuxième paragraphe. Ah oui, voilà. Alors, en raison de la présence du verbe honorer, alors je l'ai dit un peu rapidement peut-être, mais dans ce cas-là, la condition, vous vous souvenez, pour qu'on ait une proposition, c'est qu'on ait un verbe conjugué à un mode personnel. Sauf cas particulier, encore une fois, de la proposition infinitive, proposition participiale. On va parler, on en parlera plus tard, mais en gros, la proposition infinitive, ce sont les structures du type j'entends un oiseau chanter. Je vous donne un exemple où l'infinitif va être effectivement un noyau d'une proposition. Si je dis j'entends un oiseau chanter, là, c'est le seul cas où, en français, quand on a un infinitif, on va quand même dire qu'on a une proposition subordonnée, qu'on appelle la proposition subordonnée infinitive,
c'est un sujet qui est un petit peu discuté, mais enfin bon, le fait de le caractériser comme une structure particulière, et là il y a un accord assez large sur ce point, c'est surtout sur le fait de savoir si c'est une proposition ou pas qui est discuté, mais peu importe. Pourquoi j'ai ici, avec j'entends un oiseau chanter, une proposition infinitive et que je n'ai pas une proposition infinitive pour je l'ai touché en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, c'est parce que ici, l'infinitif chanté a un sujet différent du sujet de la principale. D'accord ? Ici, j'entends, son sujet est je, mais un oiseau chanter, c'est comme si j'entends qu'un oiseau chante. Hein. Donc on considère ici que le verbe chanter, ayant un sujet entre guillemets propre, c'est un agent plutôt, il est noyau d'une proposition, un oiseau chante. D'accord ? Donc on a une première proposition, j'entends quelque chose, et à la place du quelque chose, j'ai un oiseau chante. En gros. Donc j'ai bien deux propositions. Alors que là, je l'ai touché en cachette pour honorer mes mains de leur poussière. Le sujet, qui est-ce qui honore les mains ? C'est le même je. Hein. On a un même je, donc le verbe honorer n'a pas de sujet propre, de sujet distinct du sujet de la principale. Et dans ce cas, on va considérer pour honorer mes mains de leur poussière comme un simple complément circonstanciel, mais pas une subordonnée circonstancielle. On aurait une subordonnée circonstancielle si on avait quelque chose comme pour que mes mains puissent les honorer de leur poussière. Là, oui. Mais pour honorer, avec simplement un infinitif, on considère qu'on n'a pas une proposition parce qu'on n'a pas un verbe conjugué à un mode personnel. C'est-à-dire, on pourrait faire le même genre de raisonnement avec les participes passés, vous voyez, entouré de monuments trapus. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus. Vous pourriez me dire, là on a le verbe entouré, pourquoi j'ai pas une proposition ? Non, on voit bien que là, ce entouré, il fonctionne plutôt comme une structure un peu adjectivale, de la même manière que ici, honorer mes mains de leur poussière fonctionne comme un nom, hein, je veux dire comme un groupe nominal. C'est-à-dire, je l'ai touché en cachette pour cela. Hein. Pour cette raison, je pourrais avoir pour cette raison. D'accord ? Donc très souvent, un groupe infinitif, il fonctionne comme un groupe nominal. Un groupe participial, il fonctionne comme un groupe adjectival. Donc ils n'ont pas un statut, du coup, propositionnel. C'est pareil avec les participes présents, sauf cas de la proposition participiale qui devra avoir encore, comme la proposition infinitive, un sujet du participe présent différent du sujet de la principale. Par exemple, si j'avais quelque chose comme le professeur étant absent, les étudiants ne sont pas venus en cours. Donc, étant absent, le sujet, c'est le professeur. Alors que si j'ai les étudiants faisant leur travail sont dans la salle, là, faisant leur travail et fonctionne comme une sorte de groupe adjectif avec étudiants. Ça ne va pas être une proposition. Hein? Donc, avec les infinitifs et les participes, on a une proposition que dans le cas où on a un sujet distinct du sujet de la principale. Bien, alors, si vous n'avez pas d'autres questions, vous voyez l'intérêt de cet exercice, c'était
non seulement de s'entraîner à repérer, disons, les structures propositionnelles, mais c'était aussi de vous montrer que c'est un préalable à une analyse plus approfondie. Il faut avoir déjà compris ça, pas forcément avec des phrases aussi compliquées, on peut le faire avec des textes plus simples, mais pour que les élèves puissent s'habituer à repérer ces structures incluses dans d'autres structures qui sont à côté d'eux. Voilà. Alors, on va continuer un peu. Alors oui, aujourd'hui, j'ai oublié de vous dire, oui, on ne va pas faire de pause parce que j'ai encore une fois une réunion des directeurs du FR à 9h30, donc on va faire court jusqu'à 9h15 et puis je vais être obligé d'interrompre plus tôt que d'habitude. Alors, j'avance un peu cette fois-ci sur la question des types de phrases. Alors, ça c'est quelque chose d'assez facile, je vais aller assez rapidement. La notion de type de phrase inclut, si vous voulez, implique la prise en considération d'un aspect qui n'est plus seulement syntaxique, mais qui est pragmatique. C'est-à-dire qu'une phrase, c'est une structure avec un groupe sujet, groupe verbal, etc. Mais c'est aussi un type d'acte. Quand on prononce une phrase, quand on produit un énoncé, on effectue un acte. Et il y a 3 types d'actes principaux qu'on peut effectuer, qui sont présenter quelque chose comme vrai, c'est le type déclaratif. Là, on fait simplement une assertion. Quand je dis cette chimiste travaille dans un laboratoire, je présente mon énoncé comme vrai. Voilà, c'est le type de phrase déclaratif. Ensuite, l'acte de langage peut être un acte d'interrogation. En parlant, j'interroge, je pose une question, c'est le type interrogatif. Et puis enfin, vous pouvez, avec le type impératif, avoir un autre type d'acte de langage qui est de donner un ordre. Donner un ordre ou faire une demande. Ouvrez la fenêtre, mets le livre dans la bibliothèque, qu'il sorte. Alors, vous aurez peut-être appris que l'exclamation fait partie de ces types de phrases, non? Est-ce que vous avez vu ça? Alors, aujourd'hui, on considère quand même que l'exclamation n'est pas un type de phrase, pour diverses raisons. D'abord parce qu'elle n'a pas vraiment de structure particulière, et parce que c'est plutôt une forme de phrase, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas obligatoire et qui peut s'ajouter aux autres. On peut avoir, si vous voulez, un type déclaratif qui est en plus exclamatif, un type impératif qui est en plus exclamatif. Donc l'exclamation se combine au type de phrase. Alors que les types de phrases, ils sont exclusifs les uns des autres. Vous ne pouvez pas avoir une phrase qui est en même temps déclarative et interrogative, ou en même temps interrogative et impérative. Il n'y a que 3 possibilités, et elles sont mutuellement exclusives. D'accord? Alors, deuxième remarque, dans certains cas, le type de phrase qui est apparent dans la syntaxe ne correspond pas au type d'acte. Donc je prends l'exemple, là, peux-tu me passer le sel? Vous êtes à table et puis vous avez besoin de saler votre plat et vous demandez à quelqu'un, peux-tu me passer le sel? Alors, apparemment, ça a la forme d'une interrogation. Puisque ces types de phrases, ils sont associés à des caractéristiques syntaxiques particulières. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais dans le type déclaratif, en général, vous avez un groupe sujet qui précède le groupe verbal. Dans le type interrogatif, vous avez très souvent une inversion du sujet. Parfois, vous avez une interrogation seulement par l'intonation, mais il faut quand même une intonation particulière. Donc, dans le type impératif, vous avez soit le mode impératif ou le temps impératif, ou bien le subjonctif lorsque voilà, troisième personne qu'il sorte. Donc vous avez quand même des propriétés grammaticales, des caractéristiques grammaticales qui sont associées à chacun de ces types. Mais
Donc, quand vous posez la question « Est-ce que vous pouvez me passer le sel ?», ça a l'apparence d'une question. Mais en réalité, ça n'est pas une question. Parce que si la personne à qui vous dites cela, normalement quand on vous pose une question, est-ce qu'il fait beau à Madrid aujourd'hui ? Bon. On va dire oui ou non. D'accord ? La réponse, ça va être ça. Ça va être oui ou non. Mais si, à votre question, est-ce que tu peux me passer le sel ? La personne dit oui. Elle ne fait rien. Est-ce que tu peux me passer le sel ? Oui. Ben voilà, je réponds à ta question. Hein ? On voit bien que c'est pas ça, c'est pas une question. C'est en fait une demande. C'est passe-moi le sel. Donc c'est une phrase qui a une forme d'interrogation, mais qui a une valeur de type impératif. Enfin, une valeur pragmatique, un sens de type impératif. C'est ce qu'on appelle parfois les actes dérivés. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer qu'il y a une sorte de calcul qui est fait de manière très automatique par les locuteurs. Évidemment, si vous posez la question, si par exemple vous demandez à quelqu'un est-ce que tu peux me passer le sel, et que en effet la salière pour la personne elle est assez loin et c'est pas sûr qu'il puisse. Donc est-ce que tu peux me passer le sel, ça peut être une vraie question. Ça peut être oui d'accord je vais essayer, je suis pas sûr d'y arriver. Parce qu'elle est loin. Dans ce cas-là, ça reste une vraie question. Mais, quand le locuteur voit que le sel est à proximité de son interlocuteur, que donc l'interlocuteur se dit, il me pose la question, est-ce que je peux lui passer le sel ? Mais il voit que la réponse, c'est évidemment oui, puisque le salière, elle est juste devant moi. Donc, ça signifie que cette question n'est pas vraiment une question. Donc, elle a une autre valeur, et elle est réinterprétée comme une valeur impérative. Donc, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, les actes dérivés. Donc, il faut faire attention, dans certains cas, le type, disons, la structure syntaxique correspondant normalement à un certain type de phrase est parfois utilisée pour un autre type de phrase. Alors, par opposition au type de phrase, vous avez les formes de phrase. Alors, les formes de phrase, elles, ne sont pas obligatoires. Les types, c'est obligatoire. Les formes de phrase, c'est, par exemple, donc la forme négative, la forme passive, la forme exclamative. C'est une possibilité, ça n'est pas du tout obligatoire. Donc, les types de phrases sont obligatoires au sens où une phrase est nécessairement déclarative ou interrogative ou impérative. Une phrase n'est pas forcément négative. Donc c'est une forme qui peut être présente dans une phrase ou pas. Donc vous avez la forme négative. Bon, là on verra, il faut distinguer les différentes sortes d'interrogations. La forme dite passive, deux témoins ont raconté la scène a été racontée par deux témoins. Et la forme exclamative. Et comme je vous disais tout à l'heure, la forme exclamative, elle est compatible avec les trois types de phrases. C'est-à-dire vous pouvez avoir du déclaratif et de l'exclamatif. Par exemple, c'est bon, que c'est bon. Vous pouvez avoir de l'interrogatif avec de l'exclamatif. Avez-vous enfin terminé ? Là, on pourrait avoir soit un point d'interrogation, soit un point d'exclamation. D'ailleurs, parfois, en particulier dans les bandes dessinées, on trouve les deux. On va trouver des points d'exclamation, plusieurs points d'exclamation, des points d'interrogation en plus, pour dire qu'on fait une interrogation exclamative en fait. Et puis, pour l'impératif, ouvrez la fenêtre. Vous pouvez très bien avoir ouvrez la fenêtre sans point d'exclamation. Avoir simplement un type impératif non exclamatif. Mais vous pouvez avoir l'exclamation en plus. Donc vous voyez bien que l'exclamation n'a pas du tout le même statut que le type déclaratif, interrogatif et impératif. Bon, alors on parle parfois de phrases positives par opposition à la phrase négative, puisqu'on oppose positif, négatif, actif, passif. Bon, avec exclamatif, on n'a pas tellement d'opposition, mais en réalité, on n'est pas. Je veux dire, le fait que la phrase ne soit pas négative, donc soit entre guillemets de forme positive,
on n'a pas forcément besoin de le préciser. Hein. C'est pour cette raison qu'ici, on ne parle pas de forme positive ou de forme active, parce que, disons, la notion de forme est comprise ici comme une transformation par rapport à la phrase de base. Et la phrase de base, elle n'est pas négative, elle n'est pas passive, etc. C'est une phrase qui n'a pas ces transformations. Bon, enfin, ça c'est un point de détail. C'est pas très gênant de parler de forme, si vous voulez, de phrases positives, etc. Mais je crois qu'on trouve difficile, on trouvera pas sûr qu'on puisse trouver dans beaucoup de grammaire le terme positif avec forme, une phrase de forme positive. On va trouver de forme négative, on va dire une phrase positive, une phrase négative, mais je ne suis pas sûr qu'on trouve beaucoup une phrase de forme positive. C'est pas... Enfin bref, c'est un point de détail. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la forme emphatique, hein, avec trois formes grammaticales d'emphase, qui sont l'extraction, le détachement, ou bien la combinaison extraction plus détachement. Donc, l'extraction, c'est lorsque vous encadrez un constituant de la phrase par « c'est que ». Par exemple, au lieu de dire « tu joues ta vie », on va dire « c'est ta vie que tu joues ». Au lieu de dire « ton avocate pourra te conseiller », on peut extraire le constituant sujet ici, c'est ton avocate qui pourra te conseiller. D'accord ? Donc là, j'ai fait une extraction du COD et ici une extraction du sujet. On parle d'emphase parce qu'évidemment, ça met en relief, on parle parfois aussi de mise en relief, hein, ça met en relief un des constituants de la phrase. Hein, et c'est une transformation possible de la phrase, du même ordre hein, que la négation, que le passif, etc. Le détachement, comme son nom l'indique bien, hein, c'est qu'on détache un constituant de la phrase, soit en début, soit en fin de phrase. Par exemple, si je prends « le problème est que nous ne sommes pas assez nombreux », on peut détacher le problème, hein, le sujet, et dire, à la place de « le problème est que nous ne sommes pas assez nombreux », le problème, virgule, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux. De même, ton avocate pourra te conseiller, on pourrait dire, ton avocate, elle pourra te conseiller. Et puis, on peut combiner extraction ou détachement. Donc tout à l'heure, on avait, à partir de la phrase de base « tu joues ta vie », on avait l'extraction « c'est ta vie que tu joues ». Si on combine extraction et détachement, on obtient « ce que tu joues, c'est ta vie ». Celle qui pourra te conseiller, c'est ton avocate, qui est aussi, disons, un détachement ajouté à l'extraction, c'est ton avocate qui pourra te conseiller. Dernier type de forme, la forme dite impersonnelle. Alors ça ne fonctionne que dans les cas où on peut avoir une alternance entre forme personnelle et forme impersonnelle. Par exemple, si vous avez « il soufflait un vent de panique », vous pouvez considérer que c'est la transformation impersonnelle de la phrase « un vent de panique soufflait ». Mais en revanche, « il pleuvait » n'est pas une phrase de forme impersonnelle, puisque là, vous n'avez pas la possibilité. Ici, c'est un verbe qui est, disons, à la voix, un verbe qui est à la voix impersonnelle, mais ça n'est pas une transformation impersonnelle. Donc, le terme impersonnel dans la grammaire du français, il est utilisé pour deux choses. Pour la voix impersonnelle des verbes et pour la forme impersonnelle.
Voilà. Ça n'est pas une phrase de forme impersonnelle dans la mesure où il n'y a pas de phrase non impersonnelle qui correspond. Mais tout simplement, on a un verbe qui est conjugué d'une certaine façon, il est conjugué à la voix impersonnelle. Pour qu'on puisse parler de forme, vous voyez, la notion de forme, elle suppose toujours qu'il y a une phrase de base et elle a été transformée. Forme négative, j'ai la phrase positive, je la transforme en négative. Phrase, je sais pas, de base, je peux la transformer en faisant une emphase, une phrase emphatique par extraction. Pour avoir une phrase de forme impersonnelle, il faut que j'ai la phrase de forme non impersonnelle et je la transforme en forme impersonnelle. Donc là, comme je ne peux pas avoir de phrase non impersonnelle qui correspond à « il pleuvait », je ne parle pas ici de phrase de forme impersonnelle, mais de phrase, je veux dire, encore une fois, comme je l'ai précisé ici, hein, on ne va pas... ah oui, non, ça c'est autre chose. On n'a pas forcément de nom pour nommer la phrase qui n'est pas impersonnelle. Je veux dire que si je prends la phrase le facteur distribuait le courrier à 8 heures, hein, qui est notre phrase de départ, je ne vais pas décrire cette phrase en disant c'est une phrase positive, non emphatique, non impersonnelle, etc. On n'a pas besoin de le dire. C'est une sorte de. On ne parle de ces formes que lorsqu'elles apparaissent. Bon, donc ici, c'est la distinction entre la voix impersonnelle et la forme impersonnelle. Ça va? C'est plus clair? Oui, alors ça, c'était une toute petite remarque pour dire que si on a de l'impersonnel dans une subordonnée, évidemment, la phrase n'est pas non plus de forme impersonnelle. Par exemple, si vous avez Alice redoutait qu'il souffle un vent de panique, hein, Alice redoutait qu'il souffle un vent de panique, la phrase principale, hein, Alice redoutait qu'il souffle un vent de panique, n'est pas de forme impersonnelle, puisque le verbe impersonnel, la forme impersonnelle, elle est à l'intérieur de la subordonnée. D'accord ? Alors, il faut que je fasse attention à l'heure. Ah oui, bon. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je vous donnerai des précisions sur la négation notamment et sur d'autres points. Voilà, alors merci de votre attention et à la semaine prochaine.